Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Pour commencer, j'aimerais aller au sud de l'Égypte, du côté du Soudan. Alors, il se passe quelque chose, un affrontement armé entre deux généraux du pays, le premier et son second, je crois. Nous en sommes aujourd'hui 3 jours après la trêve de 72 heures demandée, écoutez bien, par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. C'est un point qui est, je pense, important et j'accentuerai ce point pendant qu'on traitera ce sujet. Alors, Pierre-Yves, où en sommes-nous déjà en général dans cette situation et que peut-on en dire ? Alors, à titre personnel, moi je renverrai toujours au très bon papier de Bernard Lugan là-dessus, parce que à tout seigneur, tout honneur, c'est quand même lui qui a traité le premier cette situation comme il fallait la traiter. En réalité, nous on se focalise sur le duel entre deux généraux. En réalité, tout simplement, on est face à l'artificialité de l'État soudanais. Et le Soudan, sur le côté artificiel de certains États africains, n'est pas n'importe quel exemple. Vous vous rappelez de l'affaire du Sud-Soudan ? Bon, le Sud-Soudan, c'est très simple, c'est pour des affaires de pillage. L'Occident a fait en sorte que l'État soudanais explose déjà une première fois. Sur base ethnique, nécessairement, c'était les fameuses affaires, vous vous rappelez, vous avez eu les Shebab, vous avez eu des trucs comme ça. Bon, c'est en réalité, vous êtes face à quoi ? Vous êtes face au reste de ressentiment d'ethnie, souvent d'ethnie plutôt nord-africaine ou de type ethnique nord-africain esclavagiste, face à des tribus, elles, africaines, qui ont été leurs victimes. Donc, si vous voulez, vous avez un ressentiment millénaire qui se joue dans ces régions. Quand le Sud-Soudan a été une expérience catastrophique et qui a fait le glas, et là je rends vraiment hommage au génie de Bernard, alors on me permet de l'appeler Bernard, on n'est pas amis intimes, mais on s'entend bien quand on se croise. Je veux dire, c'est quelqu'un il est dur de pas aimer passer du temps avec lui. Le Soudan, et ça, Bernard Lugan avait été le premier à agir, a mis des bâtons dans les roues à la thèse de la division ethnique, c'est-à-dire de revenir aux États ethniques africains pour lutter contre l'artificialité des États. Bernard, qui a été sur cette théorie pendant longtemps, a évolué à partir de l'exemple du Soudan, parce qu'on voit bien que ça marche pas. C'est-à-dire que il y a un mot de Jacques Sapir que j'ai trouvé lumineux, qui est la colonisation est arrivée dans les États africains après la chute des grands empires, et donc elle n'a pas pu sédimenter, contrairement à ce qui s'est passé en Asie, de traditions étatiques préexistantes, qui sont impératives pour le développement. Impératives. Et ces zones-là, on peut même recréer des institutions uniquement sur base ethnique, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que Bernard Lugan est allé plutôt vers un fédéralisme ethnique dans le cadre des États, certes historiquement artificiels, mais qui au moins ont l'avantage d'exister. Le Soudan n'est pas un exemple anodin pour une d'autres raison. Premièrement, c'est un des États où le duel sino-américain peut être le plus chaud en Afrique. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de ô combien d'excellents camarades Clément Nguyen, qui dit bien que en réalité, l'Afrique est un théâtre de second rang, tant dans l'œil des Chinois que dans l'œil des Américains.
Au Soudan, la friction a été quand même un peu plus raide. Mais c'est un des exemples les plus piquants. Le reste, on est quand même sur de l'affrontement d'intensité microscopique. Ultime point, le Soudan est dépendant sur bien des points de l'Arabie Saoudite depuis très longtemps. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a pu envoyer ses éléments gênants, un certain Mohamed Ben Laden à une époque, au Soudan pendant longtemps. C'est pas pour rien que en arrivant au Soudan, le prince Ben Salman est en terrain, je ne dirais pas en terrain conquis, mais il est largement chez lui. Si vous voulez, on est face à un cas topique, le Soudan. C'est un cas topique des problèmes internes africains. C'est un cas topique de la surinfection religieuse de plaies ethniques. Et c'est un cas topique du duel des puissances en Afrique. Donc c'est à suivre. Ça va donner une situation humanitaire assez vite très préoccupante. Mais au passage, je vois tout le petit lobby atlantiste qui applaudit des deux mains des deux pieds que la France ait évacué des ressortissants occidentaux et que la France va payer la note, en disant que c'est l'honneur de la France de payer la note. Vous en louperez pas une. Hein. Tu vois, vous en louperez vraiment pas une. Si vous voulez, dans quel cercle de l'enfer on vous a trouvé? Vraiment. Je veux voir la nurserie avant de mourir. Mais voilà. Donc c'est une situation à suivre, mais surtout c'est un exemple qui permet d'entrer dans les réalités africaines. Je tiens à rappeler également un très bon ouvrage sur l'histoire de la déstabilisation soudanaise, c'est-à-dire comment on est arrivé à fracturer déjà cet État, par l'ambassadeur Michel Rimbaud, qui avait fait un excellent boulot là-dessus. Petit point qui semble concorder avec la cause africaine. Il me semble avoir vu passer que Moscou, avant le conflit soudanais, voulait construire une base navale justement dans les alentours du Soudan. Est-ce que ce conflit ne serait pas une manière d'être... Est-ce qu'on ne pourrait pas instrumentaliser ce conflit à des fins géopolitiques? Objectivement, surtout russo-chinoise. Ouais. Surtout américano-chinoise, pardon. Sino-américaine. Objectivement, la Russie est un compétiteur en Afrique, mais elle est un compétiteur en Afrique qui sera d'ailleurs, je pense, assez vite détesté, mais elle est un compétiteur en Afrique, mais exactement comme la Turquie l'est, comme nous le sommes, ou comme les Britanniques ou les Israéliens le sont, c'est-à-dire, ou les Canadiens. C'est-à-dire que c'est un compétiteur qui est quand même un compétiteur de second rang face aux deux mastodontes. Vraiment. Si vous voulez, les Russes ont tendance à aujourd'hui à gonfler, mais entre la Russie et la Chine, on sait lequel des deux tape le plus fort. Après, moi, ce que je dis à mes amis africains, c'est simple. À titre personnel, vous êtes 2% de mon commerce extérieur, dont moins de la moitié est au sud du Sahara. Donc, l'Afrique telle qu'elle intéresse la France, c'est l'Afrique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'Afrique maritime, plus l'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce qu'elle est notre camp avancé contre contre la vague démographique. Donc moi, à titre personnel, que vous vouliez pas de moi, c'est chez vous, je m'en fous. Moi, j'ai toujours été pour la liquidation de la zone CFA, même si je sais que les États africains vont déguster à ce moment-là. Mais la liberté n'a pas de prix. Par contre, moi, à la place des États africains, je ne tomberai pas ni dans la main de Moscou, ni dans la main de Pékin, parce que quand on connaît bien des officiels russes, quand on connaît bien des officiels chinois, la fraternité avec les peuples noirs n'est pas... Alors avec les Occidentaux non plus, si vous voulez, mais l'antiracisme à Moscou, c'est pas la qualité première. Je vous le dis. Or, et chez les Han non plus. Mais ce soit dit sans aucune acrimonie. Je dis juste que le plus simple, c'est que l'Afrique et chaque État africain réunissent la totalité de ses clients
et en face un board concurrentiel. C'est-à-dire, c'est le cas où les Africains gardent la main. C'est-à-dire de nous jouer les uns contre les autres, plutôt que de tomber dans la main de chacun tous les 20 ans ou tous les 30 ans. Parce que sinon, je le dis, on a déjà des affaires d'États africains piégés par les dettes faites auprès de la Chine. Excusez-moi de ne pas trouver ça une super occasion pour les Africains. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Je dis juste que la Chine voit le monde à travers ses intérêts, c'est tout à fait normal. Donc je pense que beaucoup de chefs d'État africains qui gèrent ces affaires-là avec du ressentiment se font du mal. Et font du mal à leur peuple, ce qui est beaucoup plus grave. Ok, donc dans ce contexte, je parlais tout à l'heure de la trêve demandée par l'Arabie Saoudite. Quels seraient les intérêts de l'Arabie Saoudite à arbitrer un tel affrontement? L'Arabie Saoudite, elle l'arbitre pas. Dans la zone soudanaise, elle est face à un État où elle a des positions prises depuis des décennies. D'accord ? Bon, faut bien se rappeler que vous avez eu un État islamique dur au Soudan pendant longtemps. Hein. Donc si vous voulez, là, l'Arabie Saoudite est dans sa zone traditionnelle d'influence. Et que alors, est-ce que c'est dans les mains du prince Salman lui-même, ou est-ce que c'est dans les mains du roi? Peu importe. En Arabie Saoudite, c'est toujours difficile à dire. Hein. Si vous voulez, le duel gérontocratique est quand même toujours difficile à arbitrer. Et maintenant, pour une fois qu'il y a un jeune homme, ça fausse un peu les cartes. Mais je ne pense pas, vu le caractère un peu omniscient du prince Salman sur les volets diplomatiques de l'Arabie Saoudite, qu'il puisse se désintéresser d'un sujet comme celui-là. Il n'est pas du tout là pour arbitrer un duel quelconque. Il est là pour faire respecter les intérêts saoudiens vis-à-vis du Soudan. Il estime qu'il est dans sa zone, ce qui lui permet au passage d'augmenter le rayonnement de l'Arabie Saoudite en Afrique. C'est plutôt une bonne opération. C'est plutôt une bonne opération. Et comme il est aujourd'hui quasiment un BRICS, il peut faire valoir, entre autres, le point de vue des BRICS, et particulièrement le point de vue de Pékin, sur là-dessus, ce qui évite une négociation frontale sino-américaine, avec tous les problèmes que ça peut poser. Au passage, sur ces sujets-là, voilà, moi je vous dis ce que j'en pense, c'est une parole conditionnelle. Voilà, il faut se tourner vers les plus savants que moi là-dessus, sur que ce soit Bernard ou que ce soit Clément. Hein, voilà, grosso modo, ce que j'en pense, alors que je n'étais pas particulièrement sur cette zone ces derniers jours. On va aborder le point Macron en Chine, ainsi que le point de l'ambassadeur chinois ici en France, Lu Chai, qu'il me pardonne si je ne prononce pas très bien son nom. Pour rappel, l'ambassadeur a fait une déclaration qui a été assez reprise, assez critiquée d'ailleurs, lorsqu'il a déclaré que les anciennes républiques soviétiques n'avaient pas le statut d'État souverain pendant leur rayonnement soviétique. Macron a répliqué que ce n'était pas la place d'un diplomate de tenir un tel langage, je l'ai cité. Hein. Alors, quid du rôle de diplomate d'abord? Alors, la phrase incriminée de Lu Chai, c'était les anciennes républiques soviétiques n'étaient pas des États souverains, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est celle-là? Et justement, parce que c'est évident. Non, parce que c'est évident. D'ailleurs, alors, si c'est vraiment cette phrase-là, ce qui me surprend, parce que moi je pensais que c'était ces déclarations tout simplement sur la Crimée ou sur l'Ukraine. Les anciennes républiques soviétiques étaient sous une doctrine qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, défend, vu que c'est la doctrine de la souveraineté limitée, c'est-à-dire celle sur laquelle c'est-à-dire de la non-souveraineté. Une souveraineté limitée, c'est une non-souveraineté. Hein. Désolé de le dire. Mais c'est sur cette doctrine soviétique que vit l'Union européenne aujourd'hui. Donc je comprends qu'Emmanuel Macron se courrouce si on fait ce genre de rappel. Parce qu'aujourd'hui, les occupés, c'est nous. Bon, très bien.
Lucha étant en poste en France, a-t-il insulté la France? S'il insulte la France, sa place est dans le premier avion. Est-ce qu'il a insulté la France? Non. Il a mis en jeu nos intérêts? Non plus. Donc, en quoi ça nous concerne? On lui a dit, nous vous demandons de respecter les règles de bienséance diplomatique. Les règles de bienséance diplomatique, c'est on ne menace pas les gens chez eux. Il nous a pas menacé. Il a dit ce qu'il pense en accord, et ce n'est pas à nous de lui dire de rester dans les clous. Un ambassadeur est responsable devant son ministre des Affaires étrangères. La Chine l'a-t-elle soit rappelée, soit sanctionnée? Pas à ma connaissance. Si tu veux, ces affaires-là, alors souvent les gens ne comprennent pas pourquoi sur ces affaires-là je m'énerve. Parce que la diplomatie, la vraie diplomatie, pas faire perdurer les carreaux fêlés, pas faire des soirées petits fours pour faire les pompes à l'ambassadeur allemand, comme se vantent de le faire la plupart des mecs du Quai d'Orsay. À l'époque de Douste Blazy, si vous voulez, on les surnommait Mickey d'Orsay, pour vous dire le niveau où on est tombé. Maintenant, on a des ambassadeurs droits de l'homme. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est régressif, d'accord, par rapport à ce qui est une vraie diplomatie. Lucha fait partie de ceux qu'on appelle les loups combattants, c'est-à-dire, au passage, c'est très flatteur pour la France que nous l'ayons. Parce que ça veut quand même dire que c'est l'un des ambassadeurs avec le plus de pouvoir et le plus d'autonomie de parole qui a été envoyé à Paris. Ce qui veut dire que dans les yeux de Xi Jinping, Paris n'est pas uniquement une ville touristique. Où on est obligé, dans le cas de certaines villes de banlieue qui reçoivent les rats de Paris, d'élever des furets pour éviter d'être bouffés par Ratatouille. Véridique. Bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas qu'on ait pu dire à un émissaire qu'il n'a pas à penser ce qu'il pense ou à dire ce qu'il dit sur un sujet qui ne nous regarde pas est régressif. D'accord? Ça fait 25 siècles que nous avons créé ces règles. Vous savez, il y a un vieux dicton que j'aime beaucoup, qui est un dicton campagnard, je suis un bouseux, je suis désolé, qui est « Avant d'enlever une barrière, demande-toi pourquoi l'ancien propriétaire l'a mis là ». Et aujourd'hui, nous agissons comme des enfants gâtés, nous liquidons 25 siècles de civilisation à faire les marioles et à s'engueuler avec un ambassadeur qui ne menace pas nos intérêts. Moi, je le dis, j'ai vu l'ambassadeur de Chine passer à la question par des journalistes français et par des journalistes non français, comme par exemple l'abject Darius, je sais pas trop quoi, ce Suisse échappé de chez la mère Arthur, qui arrive dans la chaîne LCI de Monsieur Bouygues, parce que Monsieur Bouygues pense qu'il est prédestiné à reconstruire l'Ukraine et essaye de sous-peser les bourses en or qu'il pense y gagner. Hein, comme quoi, il n'y a pas que Monsieur le maire qui a des problèmes de bourse en ce moment. Depuis quand on doit se refiler des Iraniens à passeport suisse pour venir nous faire la leçon chez nous? Qui sont des journalistes si vous voulez, à la rigueur, cet homme aura une once de talent. Je dis pas. Mais à une époque, le journalisme international, c'était des Richard Labévière, c'était des Pierre Péan, c'était des mecs qui avaient plus de cuisses. Vous voyez pas ce que, n'est-ce pas? Alors que là, on est obligé de se supporter une espèce d'échappée de la cale de Genève, agrégé de droits de l'homme, qui passe à la question, un plénipotentiaire d'État souverain, mais c'est régressif. L'ambassadeur de France à Pékin serait traité comme ça. On hurlerait, on aurait raison. Il y a une espèce d'autre sous-diplomate français, là, je me rappelle jamais son nom. Alors lui, il a passé le mur du con à Mach 3. Il a dit, il y a deux types d'États dans le monde, les démocraties et les autres. Non, non et non. Dans le droit international, le terme État démocratique ne veut rien dire. Stop. Déjà, sur ce qu'est une démocratie, la France n'en est plus une. Aucun État de l'Union européenne n'en est une. Par l'existence même de l'Union européenne. D'accord? En Europe de l'Ouest, vous avez des démocraties convalescentes, ce qui est le cas de la Grande-Bretagne, qui se remet de son hibernation européenne comme elle peut. C'est toujours mieux que de rester dans le frigo comme nous. Hein. Et nous n'avons aucune leçon de république, de démocratie, de droits de l'homme, de ce que vous voulez à donner à qui que ce soit. Donc, à un moment, il va falloir revenir à des choses simples.
Le droit international repose sur quoi? Repose sur des États. Point. Un État, une voix, un État, un droit. Point. Qu'on se permette d'être, par l'intermédiaire de gens dont le métier profond s'apparente beaucoup plus à la demi-mondanité qu'à quoi que ce soit d'autre. Hein, on est quand même dans ce que Michel Clouscar appelait le semi-prostitutionnel. Certains me répliqueront pourquoi semi. Et que ces gens-là se permettent de s'attaquer à un homme qui représente la Chine en France. Et je serais aussi outré s'il faisait ça un ambassadeur américain. Alors là, par contre, je peux t'assurer que je les mets au défi de le faire parce qu'ils seront virés dans la demi-heure. Mais je suis désolé. On maltraiterait l'ambassadeur du Vanuatu. Je ne sais pas si le Vanuatu a une représentation diplomatique, c'est un exemple. De cette manière, je serais aussi outré. Parce qu'à travers son corps diplomatique, on maltraite un peuple. Alors au passage, je me rappelle que une partie du lobby atlantiste derrière monsieur... Alors attention, qui ne sont pas des néoconservateurs, parce qu'ils ironisent beaucoup là-dessus, ils appartiennent à la gauche otanienne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est une différence de degré, mais de degré, mais pas de nature. Ils sont menés en France par le sémillant monsieur Tertrais, hein, qui s'était illustré entre autres dans sa volonté de vitrifier l'Irak, volonté qui fut exaucée. Monsieur Tertrais plus ses créatures, hein, qui s'illustrent sur Taïwan ou sur d'autres choses. Ces gens sont, bon, otaniens jusqu'à la trogne, et avaient ironisé sur le fait que Lu Cheng avait traité certains, suite au traitement fait à Lu Cheng, certains intellectuels proches du PCC avaient utilisé l'adjectif de colonialiste en disant mais non, monsieur Darius Machin est suisse. Alors, à sa place, on dit suisse, donc la Suisse n'a pas été un État colonialiste. Je rappelle que la Suisse est un État qui a beaucoup vécu des colonies des autres. Parce que c'est là où on y a mis le blé. Et dont le dernier en date étaient les colonies sanguinolentes faites par le Reich allemand. Donc, il n'y a pas d'innocence suisse sur ce dossier particulier. Donc, rien contre les Suisses, hein, entre nous soit dit. Hein. Je dis juste que de voir un mec se défendre en disant « je suis suisse, donc j'ai le droit de cracher dans la gueule du peuple chinois », excusez-moi, ça fait quand même beaucoup. Et je pense que beaucoup de Suisses qui me regardent, parce que je sais qu'on est assez suivis en Suisse comme en Belgique, je les salue, je les embrasse d'ailleurs, sont d'accord avec moi et ne veulent pas que leur confédération soit traînée dans la boue par une espèce de valoche qui passe d'un pays à l'autre comme on se refilerait une MST, si vous voulez, comme l'Espagne nous a filé Manuel Valls. Voilà, non mais voilà, tu vois, je n'aime pas ces itinérants du malheur qui sont des innocents les mains pleines et qui sèment les cadavres derrière eux. Ces gens-là me font horreur. Si tu veux, tout ce que je leur dis, c'est Darius, fais-toi plaisir, un gilet pare-balles, un fusil, au front, dans l'état où est l'armée ukrainienne, je vais te dire, tu seras mis en première ligne. Dans ce contexte, quid du discours, je dirais, pro-souverainiste de Macron à son retour de Chine? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça veut dire Alors, il y a plusieurs possibilités. Certains disent Xi Jinping l'a complètement possédé. C'est possible. Macron est quelqu'un qui est facile à amadouer quand on maîtrise une partie de sa psychologie. Peut-être. Mais, à titre personnel, je pense tout simplement que Emmanuel Macron est dépendant de certains intérêts français, entre autres ceux de Bernard Arnault, et que Bernard Arnault peut pas se permettre de se fâcher avec la Chine. Parce que LVMH moins la Chine, sur les 4 lettres, il y en a au moins 2 qui tombent. Donc, je pense que c'est avant tout ça, et peut-être qu'une partie parce que, si vous voulez, peut-être qu'il y a encore 1 ou 2 réalistes au Quai d'Orsay, ou près particulièrement, je pense, de la maison militaire du président. Donc voilà, je pense que... voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Hein. Donc il n'y a aucune lueur d'espoir quant au réalisme. Non. Alors par contre, je refuse qu'on s'attaque à lui là-dessus, parce que pour une fois qu'il a dit quelque chose de sensé, si vous voulez, ce n'est pas parce que la lumière descend dans la cave qu'il faut la maudire.
Donc, et puis tout le lobby atlantiste lui s'est jeté dessus. Hein. Tout le lobby atlantiste s'est jeté sur lui. Hein. Mais c'était un état de fait, la Chine, mais également des États comme la Russie, comme d'autres. Tout ce nouveau monde qui vient nécessite que nos... C'est drôle d'ailleurs, parce que la France a un mal fou à retrouver ce qui a été son discours diplomatique traditionnel. S'il y a un pays qui devrait pas se retrouver à poil face au monde qui vient, c'est nous. Nous, on a toujours pu se mettre dans les interstices de l'histoire grâce à ça. Mais bon, a priori, vous avez peut-être des gens qui ne connaissent pas assez la France. Voilà, ça c'est un vrai problème. J'aimerais parler rapidement des intronisations et des représentations aux élections. Alors on va parler d'abord de Biden. Il n'y a pas grand-chose à dire en soi, je pense, mais... Asperge forever. Qu'est-ce à en penser pendant 4-5 minutes? Non, il y a un truc à en penser. Il y a un truc à penser de l'entrée en course à 19 mois de l'élection, 18 mois maintenant, pardonnez-moi, de l'asperge. Le Parti démocrate n'a rien d'autre. Ce qui veut dire au passage que l'opération Kamala Harris a lamentablement échoué, que contrairement à ce que pensait toute une droite conspi, pour l'instant, il n'y a pas eu d'option sérieuse Michelle Obama, et je pense savoir pourquoi, tout simplement parce que Barack Obama est détesté des Afro-Américains aujourd'hui parce qu'il les a trahis. Donald Trump l'a très bien dit d'ailleurs. On vous dit de ne pas m'aimer, et on vous dit que je ne vous aime pas, que je ne vous respecte pas, mais moi je vous ai redonné du boulot. C'est ma forme de respect. Et ça, dans des villes comme Détroit ou autres, c'est un message qui a pu être entendu, pas par la totalité, mais par une partie des Afro-Américains. Donc, le problème, c'est que le Parti démocrate n'a que ça. Le Parti démocrate n'a que ça. Ce qui veut dire au passage, alors, vous me direz, Blinken ne peut pas y aller. Parce que Blinken, c'est l'État profond. L'État profond n'envoie jamais un candidat de première ligne. Jamais. Trop dangereux, trop risqué. Trop dangereux. Ils ne le font pas. Ils ne le feront jamais. C'est pas le genre. C'est vraiment ils sont pas assez cons. Blinken est un homme qui est tout sauf inintelligent. Hein. Mais c'est un ancien Albright boy. Hein. Si vous voulez, c'est pas la clique que je préfère, je vous le dis sincèrement. Mais bon, admettons. C'est un homme redoutable. Hein, alors parmi l'État profond, l'État néoconservateur, vous appelez-le comme vous voulez, c'est pas non plus l'homme le plus redoutable, mais c'est pas un idiot, et en tout cas c'est pas un homme à sous-estimer. Mais il ira pas. Donc il y a plus que le vieux cheval. Et penses-tu qu'il a une chance de gagner en fait, Biden, à son âge, avec à son état? On a toujours pas un texte fédéral de probité électorale aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vois, toi, t'entres dans un bureau de vote aux États-Unis, tu fais semblant de parler anglais. Alors, tu te dis pas que tu dis que tu t'appelles Victor, mais tu dis que tu t'appelles Victor Newman, hein, comme dans Les Feux de l'amour, et tu votes. Moi, j'ai des copains qui me croyaient pas, qui sont allés aux États-Unis. J'en ai même un qui a failli voter à une élection américaine. Il m'a dit, c'est parce que je n'ai pas voulu faire cette fraude que je ne l'ai pas fait, mais rien ne m'en aurait empêché. Pourquoi? Parce qu'il avait un nom qui à New York, si tu veux, est un nom assez porté. Tu vois, donc c'est terrible, tu vois. Ouais. C'est terrible. Et alors, est-ce qu'ils réutiliseront ou est-ce qu'ils utiliseront un système de fraude? Pourquoi je dis réutiliser? Parce que j'ai 6 arrêts de Cour suprême locale me disant que dans au moins 6 États, il y a eu un problème. Bon. Donc, j'accuse personne, je dis juste que certains États accusent des gens. Donc, le problème, c'est que ça pousse... Là, David Toscher a fait tout le travail, hein, vers les États des Unis. Ça pousse à la sécession et à l'explosion de la fédération. Voilà, vous le voulez, vous l'aurez. Vous l'aurez, cette saleté. Parce que moi, à titre personnel, je ne souhaite pas du tout l'effondrement de l'Amérique, pas du tout. Parce que si tu veux, moi j'ai vis-à-vis des États-Unis, premièrement, une véritable affection
pour le peuple américain, déjà, parce que je rappelle quand même que, tout comme j'ai une affection pour une part du petit peuple russe, parce que lui, il nous a donné 20 millions de fils. Mais le peuple américain nous a donné quand même 144 000 gamins. Hein. C'est pas rien. Hein. Et le peuple britannique nous a donné près d'1 million des siens, tu vois. Les gens qui me reprochent mon anglomanie, moi je dis juste qu'il y a des peuples qui sont pas morts pour la France. 1 million de soldats britanniques qui sont morts pour la France. Alors, faut pas que pour la France, mais en partie. Or, le problème, c'est que, si tu veux, tu as ça, et deuxièmement, je me rappellerai toujours cette phrase d'un vizir ottoman qui s'est vu répondre par son sultan, parce qu'il voulait attaquer la Russie à la fin du 19e siècle, son cadavre tombant suffira à nous tuer. Mais si l'Amérique tombe, c'est sur nos pompes. Vous êtes sûr que vous chaussez suffisamment le 44 Fiat pour accuser le coup? Parce que l'Amérique sur les pompes, je vous le dis tout de suite, c'est un chantier, vous allez danser la gigue. Donc les mecs qui veulent l'effondrement des États-Unis, il y a un aspect adolescent, quoi. Moi, je suis désolé, pour moi, c'est un scénario catastrophe. Mais je pense que le Parti démocrate a aussi un problème, c'est qu'il avait de jeunes élus brillants, mais qui ne pouvaient absolument pas, dans la structure actuelle du Parti démocrate, éclore. Je pense à Tulsi Gabbard, tous ces gens-là. Mais c'était des gens un peu qui étaient à la marge du Parti démocrate, et à la marge du Parti démocrate parce qu'ils voyaient toujours les États-Unis comme un tout unitaire et le peuple américain comme un tout unitaire. Ce qui n'est pas le cas de Cortez, mais Cortez, elle est un peu aux fraises suite à l'affaire d'Ukraine, vu qu'elle s'est vue reprocher dans de multiples reprises en public par des vétérans souvent afro-américains ou hispano-américains d'être une va en guerre. Donc, a priori, même elle laisse tomber pour l'instant, elle passe son tour. Mais donc, à la fin, il ne reste plus que Biden qui, lui, assume ce qui, je pense, est la clé de voûte d'une partie du Parti démocrate depuis l'ère Clinton, c'est-à-dire d'assumer que l'Amérique n'est plus un État unitaire à leurs yeux. Le problème, c'est que ça, c'est quand même porteur de très très gros risques. Passons à l'Empire britannique désormais. Charles III va se faire sacrer, je crois, samedi, si mes souvenirs sont bons. Oui. Que peut-on en penser? On sait qu'il est assez laxiste au niveau du Commonwealth. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors attention, n'oubliez pas une chose. Constitutionnellement, le monarque britannique, alors évidemment, il est le monarque du Commonwealth. Aujourd'hui, vous avez peu de pays qui veulent y rentrer, quelques pays qui ont des velléités d'en sortir. Et je pense d'ailleurs que c'est pour sauver le lien avec le Commonwealth que Boris Johnson a pensé cette idée géniale de la Global Britain. Le problème, c'est que l'Angleterre n'est pas encore assez forte pour faire la condition de la Global Britain, qui est d'avoir toujours une relation très privilégiée avec les États-Unis, mais que ce soit une relation privilégiée et non plus une relation exclusive. C'est-à-dire de développer une tempérance géopolitique, mais pour ça, il faut que l'Angleterre, c'était toute la politique de Boris Johnson, monte en puissance, particulièrement autonomise particulièrement son système militaro-industriel. Et il faut être très net, c'est le camp atlantiste, très largement au sein du Parti conservateur, qui a eu la peau de Bojo, hein, pour l'instant. Mais le personnage est dur à tuer. J'ai bon espoir. Donc, le problème, c'est que... Alors, Charles III a cette particularité du souverain britannique, c'est que tous les pouvoirs viennent de lui. Si on respecte la constitution matérielle, il n'y a pas de constitution formelle, donc écrite en Grande-Bretagne, tous les pouvoirs viennent de la couronne. Hein. Quand on dit le roi d'Angleterre, il inaugure les chrysanthèmes, il n'a pas de pouvoir. Oui, mais tous les pouvoirs viennent de lui quand même. D'accord ? C'est peut-être un artifice juridique, mais c'est peut-être aussi pour ça que la Grande-Bretagne est toujours debout. Donc, alors Charles III, évidemment, c'est un règne de transition. En réalité, le règne que les Britanniques attendent, c'est celui de William. Très net. Charles est un homme qui a toujours été mal aimé. C'est un homme qui a en plus des particularités. Lui, contrairement à Elisabeth, est mondialiste. Et je connais bien le cas Charles, pour avoir un peu travaillé sur lui, sur ses écrits.
Charles est un malthusien et un guénonien. C'est un homme qui est capable de vous citer du Guénon en discours public en Angleterre. Il y en a pas 40 qui font ça. A critique set out in one of the seminal texts of the traditionalists, René Guénon's The Reign of Quantity. Now, many find this teaching difficult, not least because it asks us to question our very mode of being. Le problème, c'est que comme souvent les guénoniens, si vous voulez, il y a deux types de guénoniens. Vous avez le guénonien qui étudie Guénon, vous avez le guénonien qui vit Guénon. La différence entre les deux, c'est la santé mentale. C'est simple. Vous voulez un vrai truc sur Guénon, il faut lire du David Bisson. Qui lui a tout lu de Guénon, mais est sain d'esprit. Donc, qui est un de mes très estimés collègues. Un très grand monsieur. Et le problème, c'est qu'il est malthusien et guénonien. Donc, on a affaire quand même à quelqu'un qui est quand même dans un moule mondialiste arrivé. C'est un écologiste radical, ce qui est le contre-coup de son malthusianisme. Et en tout cas, c'est ce qu'il dit être, ou c'est ce qu'il pense être, et c'est ce qu'il écrit être. Le problème, c'est que vous voyez bien que la tradition primordiale, par exemple, ne vous sauve pas du mondialisme. Pas du tout. J'ai très peur j'ai très peur que vraiment j'ai très peur que qu'il écorne à cause de son idiosyncrasie idéologique, qu'il écorne largement alors il n'aura pas trop le temps de le faire, mais il est capable de le faire, l'image de la Grande-Bretagne. Parce que Elisabeth était, avec tous les défauts qu'on puisse avoir, moi c'était quelqu'un pour qui j'ai une grande considération, mais elle était britannique jusqu'au bout des ongles. Au passage, elle a toujours eu une francophilie assez débordante. Elle a quand même fait des actes de rapprochement avec la France que l'Angleterre n'a pas fait en 1000 ans. Donc, qu'elle a imposé de sa volonté. Charles, c'est pas la volonté qui l'étouffe. Ça va être un passage terne de la monarchie britannique, et j'espère qu'il en rajoutera pas dans certains symboles mondialistes, parce que ça ne ferait que gâter l'arrivée au pouvoir de son fils. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.